C'est dingue, hein, mais on se retrouve comme ça chaque semaine. 182e épisode des Technos, on va encore parler actualité technologique. Et pour en parler, comme chaque semaine, un duo de chroniqueurs. Cette semaine, je vous propose de prendre ce deux-ci, par exemple, pour le 182e épisode. Premier épisode du mois d'octobre, un Sébastien Barbu et un Bruno Barbu aussi. Alors que j'aurais pu dire qu'ils étaient tous les deux chauves, mais non. Mais on l'est. Et pourtant, le fétichisme sur la pilosité dans ce podcast, c'est pas possible. Oui, c'est ça. C'est une espèce c'est récurrent, quoi. Mais enfin, en même temps, pour ceux qui ont l'image, ils comprennent. Pour ceux qui ont le son aussi. Donc tout le monde est content et tout le monde s'y retrouve dans ces conditions. Comme chaque semaine, je répète que ce que nous allons faire ici, c'est juste commenter l'actualité, en tout cas l'actualité technologique telle que mes deux petits camarades l'ont perçue durant la semaine. C'est leur opinion qu'ils nous apportent. Nous n'avons pas traité l'information, nous n'avons pas été sur le terrain pour la chercher. Ce sont des sites comme vous et moi qui nous les proposent chaque semaine, ces informations. Et puis on croise un peu l'actu aussi, on ne se contente pas uniquement d'une seule source et on regarde un petit peu à gauche, à droite ce qui se dit, ce que les gens pensent, etc. Donc voilà, c'est de l'opinion, c'est ce que nous vous proposons avec les technos chaque semaine. N'hésitez pas, si vous le voulez, d'ores et déjà, là maintenant, cliquez sur abonnement, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des étoiles si vous êtes sur une application de podcast pour dire que vous aimez bien ça. C'est notre seul salaire, ils peuvent en témoigner. Nous ne gagnons pas notre vie en faisant ce que nous faisons chaque jeudi, puisque nous enregistrons le jeudi soir. On fait ça pour s'amuser, pour se détendre aussi un petit peu, pour se changer un tout petit peu aussi les idées. Je ne sais pas si mes petits camarades sont prêts, je pense que oui, et je pense qu'on va pouvoir directement entamer notre abécédaire classique. On va faire ça comme ça, on y va tout de suite avec cette lettre. La lettre A comme Apple. Alors là, c'est intéressant, depuis que la sortie et la mise à jour de iOS 12, il se passe des trucs autour d'Apple assez rigolos. Je ne sais pas qui nous en parle, c'est Bruno c'est Bruno. On va parler de ce que les enfants font avec iOS 12, le détournement qu'ils peuvent opérer avec certaines applications. Obligations, il est fou. Oui, c'était une des fonctionnalités un peu attendues par les parents. C'était la possibilité pour les parents de limiter le temps d'écran d'un enfant passé sur leur iPhone ou iPad, en l'occurrence, donc tous les appareils iOS 12. Et ben, figurez-vous qu'il y a déjà des gamins qui ont réussi à contourner ces limites. Et c'est pas des hacks tout à fait bien compliqués, donc c'est pas faire des manipulations compliquées. Ici, en l'occurrence, on voit, si vous suivez la news source, c'est un enfant de 7 ans qui a réussi. Déjà, ça c'est mon avis, un enfant de 7 ans, il ferait mieux de jouer dehors que de jouer sur sa tablette. Ça c'est mon avis, je n'ai pas d'enfant, je préviens tout le monde. Voilà, je râle contre les autres. Mais donc l'enfant a trouvé une petite astuce. Je ne sais pas s'il a trouvé tout seul ou s'il a lu sur les forums ou autre. Donc en retéléchargeant des applications en l'occurrence des jeux, qui avaient été désinstallés de l'iPhone, il remet en fait le compteur à zéro, ou carrément il le met en illimité. Donc il peut jouer autant de temps qu'il veut par jour sur ces applications-là qui n'étaient pas installées lors de la limitation. Ouais. Bon, c'est un bug, c'est un clair bug software, mais c'est un peu ballot quand même. Apple, qu'il n'ait pas testé ça à bout, c'est quand même une des fonctionnalités vraiment phares de cette version-là, et qu'ils n'aient pas testé ça, ou du moins ils auraient peut-être dû faire tester cela par des gamins de 7 ans. Mais ils auraient peut-être trouvé la faille plus rapidement. Je ne sais pas si tu as vu, parce que l'information circule un petit peu partout, et donc c'était testé. Enfin, je pense que c'est les parents eux-mêmes qui publiaient sur une page Facebook ou sur un groupe Facebook qui trouvaient ça plutôt rigolo aussi de voir comment les enfants arrivaient à détourner les trucs, en changeant la date par exemple, pour revenir en arrière. Ils s'amusaient à changer la date de l'iPhone. Les enfants sont capables de tout.
Et donc, il y avait plein de solutions possibles, imaginables. Donc, en fait, Apple, en gros, a pris un petit peu les enfants pour des blaireaux. Et voilà, parce que sans doute que les enfants de 7 ans d'aujourd'hui sont plus malins que nous l'étions, nous, à 7 ans. Ils sont nés un petit peu avec ces machins à la Romain, les smartphones et autres, et donc il ne faut pas leur faire, quoi. Il va falloir des gens plus malins. Peut-être faire en sorte que ce sont des enfants de 7 ans ou d'une dizaine d'années qui fassent les bêta-testeurs à la sortie du bureau de programmation, non ça... Oui. Qui développent carrément. Il faut qu'ils embauchent des petits développeurs de 8 ans. On ne peut pas faire travailler les enfants. On ne peut pas faire travailler les enfants. On peut faire travailler les membres de la famille. Donc voilà, tous les employés d'Apple doivent engager leurs enfants. Oui, enfin, faire travailler leurs enfants. Voilà. Bah voilà, c'est vrai. Tu fais des hackathons ou des trucs comme ça et ça C'est vrai que c'était une news assez rigolote et bon, ça c'est pas super grave. Mais ceci dit, c'est vrai que vu le plat qu'Apple en avait un petit peu fait voilà, vous allez pouvoir gérer vous-même le temps passé parce que vous passez trop de temps sur nos devices, etc. Voilà le côté. Mais finalement, ils sont bien foutus le doigt dans l'œil quelque part. C'est ballot, mais c'est pas fort grave en même temps. Hein. Qu'on soit pro Apple ou pas, on peut comprendre un petit peu la problématique. On peut passer peut-être à la suite si vous le voulez bien, si je retrouve les boutons. J'ai toujours le même problème avec mes petits boutons. Voilà, c'est parti. Allez, la lettre F comme Facebook, avec une nouvelle faille cette semaine. C'est peut-être celle de trop pour pas mal de gens. Je ne sais pas pour vous. Non, effectivement, là, cette semaine, c'était un petit peu la grosse news qui a couvert un petit peu toute l'actualité techno. Donc, vendredi dernier, Facebook a annoncé qu'ils avaient découvert une nouvelle faille de sécurité dans leur système. Et celle-là, c'est vraiment une faille. C'est-à-dire que on se souvient déjà du scandale de Cambridge Analytica il y a quelques semaines. C'était un vieux truc. Et puis, c'était pas vraiment une faille. C'était juste une exploitation illicite qui avait été faite d'une fonctionnalité, finalement. Là, c'est vraiment une faille de sécurité au niveau d'une fonctionnalité qui permet en fait, de voir votre mur comme un autre utilisateur. Ce qui est une fonctionnalité très utile pour vérifier justement à qui on montre quelles informations, mais du coup qui ici a été détournée. Il y a des petits malins qui ont trouvé quelques failles à mettre ensemble avec de l'upload de vidéos, du view as, etc. Donc ils ont combiné plusieurs trucs pour finalement s'approprier l'accès à 50 millions de comptes utilisateurs. Donc, c'est 50 millions de comptes qui sont avérés, où Facebook a retrouvé des traces d'exploitation par des tiers, quoi. C'est la raison pour laquelle, je pense que c'était la semaine dernière, ça s'est passé pendant qu'on enregistrait l'épisode 181, si je dis pas de bêtises. Le lendemain, on était bon pour se reloguer. On avait été viré chaque fois des applications liées en tout cas à l'application Facebook, hein, enfin, me semble-t-il. Alors, parmi les mesures immédiates qui ont été prises, effectivement, les 50 millions de comptes qui ont été identifiés ont été déconnectés. Donc, tout ce qu'on appelle des jetons d'accès, c'est-à-dire, en gros, la partie technique du système d'authentification, tous ces jetons-là ont été désactivés. Donc, ça, concrètement, ce que ça a fait, c'est que ça a forcé ces millions d'utilisateurs à se réauthentifier, à se Ça lui arrive de temps en temps, il freeze. C'est juste l'image ou le son aussi? Ah non, mais ça va, c'est revenu, ça revient. Ça revient lentement, mais ça revient. C'est fou, ça n'arrive qu'avec lui. C'est dingue. Voilà. Donc je disais, ces 50 millions d'utilisateurs ont été obligés de se réauthentifier sur Facebook. Et en plus, par mesure de précaution, ils ont aussi fait la même chose pour 40 millions de comptes qui avaient utilisé cette fonctionnalité View As depuis son lancement. Donc au final, c'est 90 millions de comptes qui ont dû se réauthentifier. En plus du fait que ils ont désactivé cette fonctionnalité View As de manière à pouvoir la revérifier de fond en comble, même s'ils ont fixé, ils ont trouvé la solution au problème, ils ont comblé la faille spécifique qui a été identifiée. Et puis tout de suite, ils ont prévenu le FBI. Donc finalement, la faille est ouverte où elle a été annoncée. Il s'est passé 2 jours, quoi. 2-3 jours. Ouais. Ce qui tombe très bien, puisqu'en Europe, on rappelle que maintenant le GDPR est en fonction. Ouais. Et le GDPR requiert de prévenir les autorités dans les 72 heures. D'accord. Donc, ça a été fait. Donc, ils sont rentrés dans les clous.
Maintenant, il y a un peu de spéculation autour de ça, évidemment, puisque maintenant le GDPR est en fonction. Et un de ses prérequis, c'est qu'il demande aux entreprises de faire ce qu'il faut pour protéger les données des utilisateurs. Ouais. Et donc là, il y a un peu de spéculation autour de ça, dans le sens où il y a des gens qui disent déjà, ah ben voilà, si l'autorité en question, donc là c'est en Irlande, hein, puisque toutes les opérations de Facebook en Europe sont gérées depuis l'Irlande, si l'autorité GDPR décide que Facebook n'a pas tenu ses engagements, eh ben, ils pourraient devoir payer jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires global annuel, ce qui correspond à la modique somme de 1,62 milliard de dollars. C'est pas une amende, c'est une taxe. Oui, là, c'est carrément. Ouais, bon, à mon avis, c'est un petit peu rapide comme spéculation. Ouais. Évidemment, c'est des calculs à la sauvette, parce que voilà, là pour le coup, c'est vraiment un bug de sécurité. C'est pas une négligence comme ça a été le cas avec Cambridge Analytica, typiquement. Et honnêtement, quand on fait un peu d'informatique, quand on est développeur de ce genre de système, on se doute bien que ce genre de bug, ce genre de faille de sécurité, surtout avec des systèmes aussi complexes et avec autant d'utilisateurs, est quasiment inévitable. Donc, surtout, moi, très honnêtement, hein, c'est une fonctionnalité qui m'avait toujours bluffé, pour les raisons que tu expliquais. La complexité de la chose à une si grande échelle. Si c'était pour 3 utilisateurs et demi au sein d'une PME, d'une petite ou une moyenne entreprise, ça passerait encore. Mais là, c'est à l'échelle quand même d'un réseau social quand même énorme. D'arriver comme ça à proposer aux gens un service qui te permet de voir ce que les autres peuvent voir de ton profil. Moi, je l'ai testé, très honnêtement. Je ne dois pas être le seul, hein, tu l'as dit. Plusieurs dizaines de millions de personnes l'ont utilisé pour simplement m'assurer que ce que j'avais programmé comme sécurité, entre guillemets, ce que je voulais qu'on voit, ce que je voulais pas qu'on voit, etc., fonctionne correctement. Et donc, je trouvais cette fonctionnalité plutôt pratique. Faut être très clair. Et plutôt bien foutu. Tout le monde ne l'autorise pas, ce genre de choses. Et je trouvais ça... se mettre à la place de nos amis, entre guillemets, amis, hein, j'ai mis de gros guillemets, c'est-à-dire, tiens, est-ce qu'ils voient mes photos finalement ou pas, tiens, voilà, c'était rassurant quelque part. Donc la fonctionnalité, là, maintenant, elle est déconnectée. Hein, Pour l'instant, elle est désactivée. Ils sont en train de faire un audit de sécurité en profondeur, évidemment. Alors après, suite à ça, il y a eu un petit incident quasiment le même jour, je crois, où certains utilisateurs essayaient de partager sur Facebook la news concernant la faille de Facebook. Oui. Et se sont mangés un petit message d'erreur qui disait non, vous pouvez pas parce que c'est du spam. Là, tout de suite, ça a crié au scandale. Oh mon Dieu, censure, ah là là, ils sont en train de nous empêcher de partager cette news. Évidemment, c'est pas ça qui s'est passé. Non. C'est encore une fois une démonstration de la stupidité de leurs algos de filtrage qui a identifié ça comme du spam alors que ça n'en était pas. Ouais. En même temps, c'est une mise en abîme intéressante. Oui, c'est ça. Facebook qui publie un message qui est considéré comme du spam par rapport à ses propres algos. Enfin, c'est très particulier, quoi. Tout ça sur une faille de sécurité qui est censée améliorer la sécurité. C'est ça. Donc c'est super. Et voilà, on vit un véritable rêve. C'est assez rigolo. Je sais pas ce qu'en pense Bruno, tant qu'à faire sur le... Ça, moi, je pense que c'est juste, ça confirme un petit peu tout ce qu'on craint avec ces réseaux sociaux à grande échelle, comme tu dis, et ça explique aussi beaucoup de gens perdent confiance et partent sur d'autres réseaux ou carrément essayent maintenant de vivre sans ces réseaux sociaux parce qu'ils se rendent compte que ça leur apporte plus de problèmes potentiels qu'autre chose. Oui, il y a véritablement, enfin, de la part des gens, comme dans tous les systèmes qui ont été mis en place sur Internet, et même avant ça, sur le Minitel, des addictions qui se créent autour de ce type d'outils. Et il y a des périodes où, à un moment donné, les gens prennent tout d'un coup conscience et se sevrent quelque part et se déconnectent des réseaux sociaux. C'est souvent trop tard. Quelque part, c'est qu'on est déjà un petit peu atteint. Mais voilà, c'est une réalité, c'est une réalité aussi. Tu voulais rajouter un truc, Seb? Pas. Oui, non, juste que, enfin voilà, pour moi, c'est effectivement une conséquence inévitable de la centralisation, on revient toujours à ça, centralisation des données en l'occurrence, qui à la fois crée un super pot de miel pour les attaquants et ça le rend intéressant, et en même temps, dès que ça touche, là en l'occurrence, c'est quoi? C'est moins de 5% des utilisateurs de Facebook, mais moins de 5% d'un milliard, ça fait toujours... Ah oui, les proportions du coup augmentent et Seb se remet à friser un petit coup. C'est juste le temps de passer à la lettre suivante sans doute. Ah tiens, je l'avais pas dans cet ordre-là. J'ai comme Gate
C'est possible Oui, Oui, effectivement. c'est possible. C'est possible. Parce que alors, c'est au niveau des illustrations que c'est dans le désordre, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Non, c'est dans les slides. On va s'en Dans les arranger. slides, j'avais dû mettre i comme iPhone, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. J'ai comme, je sais plus maintenant. Gate, c'est ça. Oui. Des bugs d'iOS et du nouvel iPhone. On reparle donc forcément de l'iPhone. Et j'ai bien compris, Sébastien, que c'est toi qui allais nous en parler. Ça, c'est clair. Voilà, donc pourquoi j'ai changé le nom un petit peu à la dernière minute, c'est que bon, iPhone c'était un peu bateau et comme à chaque fois, on va parler des gates, Oui. Un petit nom consacré, c'est presque une tradition. Ça rame de plus en plus. Hein. Je confirme que ça ne s'arrange pas bien. C'est incroyable parce que ça arrive rarement avec les autres et avec toi, c'est très régulier, des problèmes de communication. Alors que pourtant, tu as de la bande passante, on ne comprend pas bien. Et là, c'est de nouveau un petit peu bloqué. Tu es de retour. Donc, on parle d'iPhone, c'est ça. Voilà, donc on parle d'iPhone et de la désormais tradition des gates. Donc les nouveaux iPhones sont sortis, iOS 12 est sorti, et forcément une petite série de bugs qui apparaît. Ah bah décidément, on n'a pas de chance, ça recoince. Ça recoince encore un petit coup. Donc on va y aller, on va encore essayer. Je pense que ça va finir par fonctionner. Vas-y, lance-toi. Donc, comme à chaque nouvelle sortie d'iPhone, je disais, donc de nouvelles versions d'iOS, il y a un certain nombre de petits problèmes qui sont apparus. Alors, le premier, celui que je trouve le plus drôle, c'est ce qu'on appelle le Beauty Gate. Alors, en quoi ça consiste le Beauty Gate? C'est qu'on a remarqué que sur la caméra frontale de l'iPhone XS et de l'iPhone X aussi, de l'iPhone XS et XS Max, donc les deux nouveaux téléphones très très chers, on constate dans certaines conditions que la peau sur les photos est très très lissée. Ce que certains utilisateurs ont très vite assimilé à un filtre qui peut exister d'ailleurs sur d'autres applications, qui aurait été appliqué par défaut par Apple. Il n'en est rien. Ici, c'est bien le problème qui a été identifié, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Smart HDR, qui essaye de faire plein de traitements post sur les images, sur les photos prises avec la caméra frontale. Et quand on combine ce Smart HDR avec un filtre anti-bruit, donc qui est particulièrement actif en basse lumière, eh ben, ça donne un lissage de certaines surfaces qui est un petit peu abusif, un petit peu agressif. Et donc, ça donne cet effet un peu police, assez particulier. Donc, c'est pas gênant. Et encore une fois, ça sera probablement réglé par une mise à jour logicielle. Mais certains utilisateurs s'en sont offusqués en disant « Oh là là, on modifie mes images à l'insu de mon plein gré. » Ça va pas du tout. Donc, on part très vite. On l'avait déjà un petit peu évoqué, rappelle-toi, c'était il y a 2 semaines qu'on s'est parlé ou 3 semaines, enfin je ne sais plus. On part très vite dans les articles qui traitent de nouvelles technologies, très vite dans l'excès. Ouais, ça part très très vite en vrille. Alors on a toujours tendance, sans doute à juste titre, de considérer que c'est un petit peu le petit truc putassier qui va faire des clics, etc., etc. Je pense, moi, très honnêtement, pour un petit peu avoir analysé, que tout le monde est un petit peu dans le piège de ce type de titre, par habitude, parce qu'il faut angler cette news de façon très très extrême, alors que bien souvent c'est très anecdotique en fait. Bon voilà, c'est pour on le relève aussi nous ici chez les technos, soyons clairs, parce que c'est anecdotique. Mais en même temps, voilà, on est tributaire de ce genre de choses. Comme je le dis, c'est devenu presque une tradition, un marronnier dans la presse. Et quand il y a à nouveau l'iPhone qui sort, dès qu'il y a le moindre petit pseudo-scandale, ça donne des titres comme ça qui sont très vendeurs et que les gens relayent facilement parce qu'effectivement, c'est une question d'essayer de sortir du bruit qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc. Il y a tellement d'infos qui circulent. Il y a toujours eu ça, hein, je pense, autour d'Apple, de manière générale, la presse qui se glisse derrière la popularité et qui, en quelque sorte, profite aussi du marketing autour de la marque, tout en étant acteur de ce marketing. C'est ça qui est intéressant aussi, de se glisser dans l'aspiration pour se porter comme ça. Et donc, effectivement, une keynote, ça permet de peut-être faire 3, 4, 5, 6 articles qui vont faire les beaux jours du site ou du podcast. Hein. Il y en a aussi qui surfent sur cette vague-là. Voilà. Après, on peut nous accuser exactement de faire la même chose, hein, soyons clairs. Mais vous aurez noté qu'on n'a pas mis ça à la lettre A comme Apple, ni I comme iPhone. Juste pour... voilà, c'est un constat que je fais. Hein. Ce n'est que ça, quoi.
Alors, Ah, je t'avais coupé. oui, parce que ça, c'était juste un seul de tous les problèmes qu'il y avait eu. On parlera aussi du ChargeGate, je vais pas m'éterniser dessus, mais D'accord. le ChargeGate et puis un problème avec les messages qui sont infusionnés un peu de manière agressive, mais voilà. Donc, vous Ok. irez voir tout ça dans les news qu'on a mis sur le blog de l'émission. Donc on faisait référence ici, soyons clairs, à la lettre précédente. Je tiens à le préciser tout de même, parce que vous le savez, ça fait un tout. Les technos, un épisode, c'est un épisode complet, et peut-être que vous nous regardez en sujet par sujet, et que vous êtes arrivé au moment de la lettre M, attiré peut-être par le titre, M comme Microsoft. Microsoft qui place MS-DOS sur GitHub. C'est une news que nous apporte Bruno. Tout à fait. Donc GitHub, on le rappelle, a été racheté par Microsoft, donc ils en profitent un petit peu de leur plateforme. Ils avaient déjà confié en fait MS-DOS, pour ceux qui ne connaissent pas, MS pour Microsoft, et DOS Disk Operating System, donc le système opératoire qui est à la base de tout ordinateur, donc qui fait marcher les programmes. Pour vraiment les néophytes, les programmes qui tournent sur nos écrans. Hein. Donc, c'est le système en dessous qui va communiquer avec le processeur, en gros. Si je me rappelle bien, c'était Schématisé. c'est un système d'exploitation que Bill Gates avait acheté une bouchée de pain à son développeur au tout départ. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Le système MS-DOS était à la base appelé 86 DOS. Ouais. D'ailleurs, développé par Tim Patterson. Développé en 1980, donc ouais. Voilà, ça nous rajeunit pas non plus. Vous savez pas très bien ce qu'il allait faire de ce truc. Voilà. Après, avec une collaboration avec IBM, est né. Pardon. Je crois qu'il avait payé 50 000 $, un truc comme ça. Ouais, pas très cher. Enfin, pour l'époque, c'était peut-être pas mal. Et le mec était tombé de sa chaise, mais par la suite, il est tombé deuxième fois de sa chaise, je pense. Oui. Et donc, c'était un peu retravaillé par l'équipe de Bill Gates, et ça s'est appelé MS-DOS, en fait. Hein, c'est ça l'idée. Mais ils ont rien changé du tout. Ils ont juste mis MS et mis un logo dessus, c'est tout. Okay. En gros, c'est comme ça que faisait Microsoft à l'époque. Ouais. Et d'autres Apple et consorts ont fait pareil par la suite. On ne va pas mettre la faute à Microsoft, mais bon, c'est le fort. Et de nos jours aussi, une société rachète une autre pour racheter les fonctionnalités, donc ça passe. Donc c'était le système opératoire à la base de l'IBM PC qui est devenu vraiment la machine qu'on utilise encore de nos jours. Enfin, ceux qui utilisent une machine Windows utilisent ça à la base jusqu'à l'apparition de Windows ME et Windows XP, souvenez-vous, tout tournait sous base de MS-DOS. Même Windows 3 et 3.1 tournaient sous base de MS-DOS. Donc il y a eu deux versions, la version 1.25 et la 2.0, d'une datant de 1981, les deux datent antérieures de 1983. Et donc ce code-là, maintenant, est disponible en open source sur GitHub. Microsoft précise qu'ils ne vont pas réagir à quelconque modification du code source, mais par contre incite aux expérimentations. Donc, ils veulent voir naître des hybrides de ce code-là. Donc, voilà, c'est intéressant d'aller voir, pour nous informaticiens, on va dire, hein, d'aller voir ce code-là qui pour, juste petite anecdote, pour le MS-DOS 1.25, il tient sur 7 fichiers sources, donc ce qui est quand même ridicule, ridiculement petit pour un système d'avoir tellement peu de fichiers et forcément de lignes de code. Je rappelle aussi que ça fonctionnait sur des machines qui avaient quasiment pas de RAM. Hein. Enfin, je dis j'exagère, mais oui, il ne faut pas oublier que Bill Gates avait dit que de toute façon, de toute l'histoire de l'informatique, 640 kilooctets de RAM suffirait pour faire fonctionner. Ceci dit, pour faire tourner aujourd'hui, non, mais à l'époque, pour faire tourner une machine, oui. À l'époque, oui. Voilà. Seb, qui essaye d'en placer une depuis un quart d'heure. Mais il frise tout le temps. Oui, c'est ça. Mais pour la petite histoire, pour les plus geeks d'entre vous, le code source de MS-DOS, en l'occurrence, c'est de l'assembleur. Oui. C'est-à-dire c'est du langage très très près de la machine. C'est carrément les instructions qu'on envoie au processeur. Donc, il n'y avait pas encore de compilateur très optimisé, etc. Donc, pour que ça prenne le moins de place possible dans la mémoire, quand on dit il y a 7-8 fichiers sources, c'est à chaque fois des fichiers sources de plusieurs milliers de lignes, parce que c'est de l'assembleur, c'est très, très verbeux, et voilà. Ouais, mais bon,
voilà, quand même, quoi. Quand je repense au gars qui a pondu ça, tu vois, qui a mangé probablement des pâtes froides pendant des jours devant sa machine, etc. Et qui après se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Pour l'essentiel, c'était ni plus ni moins qu'un compilateur humain, quoi. Le mec a dû compiler des instructions de tête et les traduire en assembleur. Enfin, c'est un bel exploit quand même. Ouais, l'autre exemple d'exploit, c'était Steve Wozniak avec l'Apple One. Là aussi, il avait tout fait de tête. Il faisait ça dans des petits carnets. Il notait voilà, le code qui allait bien, etc. Moi, je trouve ça reste impressionnant. Hein. Je veux dire, c'est des têtes, quoi. C'est pas des gens faits comme nous. C'est des extraterrestres, à mon avis. C'est comme ça. Je pense, en tout cas, qu'on est entouré d'extraterrestres. Hein. Comme voilà. Musk, et on va pas parler de parfum. Elon Musk, ce fameux mauvais garçon, il s'est passé plein de trucs. Hein. Justement, la semaine dernière, encore une fois, pendant qu'on enregistrait l'épisode 81, il y avait un coup de théâtre monstrueux, si j'ose dire, Sébastien. Voilà, donc Elon Musk, qui on rappelle est le grand patron de Tesla, de SpaceX, entre autres, hein, oui. de Boring Company et d'autres, plein d'initiatives. Mais là, en l'occurrence, c'est son aventure avec Tesla qui est sous le feu des projecteurs, puisque on se rappelle, au mois d'août, il avait tweeté que il envisageait de mettre Tesla sur les marchés privés, donc de le sortir des marchés publics, donc de la bourse, et donc de procéder à un rachat d'actions à une valeur de $420. Et il précisait au passage dans son tweet que le financement de cette opération était déjà sécurisé. Alors ça avait un peu surpris tout le monde, d'abord parce que c'est pas le genre d'annonce qu'on fait sur Twitter. Il faut d'abord prévenir tous les investisseurs, il y a des processus, tout ça. Il y a des sauf si tu es président des États-unis. Tu peux faire ce genre d'annonce de cette manière-là quand tu es président des États-Unis. Alors que notre ami a encore une fois frisé. On va attendre qu'il revienne. Le voilà de retour. Non, je disais, tu m'as peut-être pas entendu, ce genre de tweet, on ne fait pas ça sur Twitter, sauf quand on est président des États-Unis ou alors Elon Musk, effectivement. Voilà. Et donc là, ça avait un petit peu levé des sourcils, d'autant que $420, c'était un petit peu bizarre, parce que pour ceux qui ne le savent pas, 420, c'est pas un chiffre innocent. Dans la culture populaire, c'est lié à la consommation de cannabis. Donc, certains avaient vu là une espèce de clin d'œil un peu masqué, etc. Il se trouve que par la suite, il avait précisé que le financement venait des fonds souverains saoudiens, je crois, mais sans plus de précision. Et puis, surtout, quelques semaines plus tard, il s'était rétracté en disant « Bon, bah, finalement, on ne va pas le faire parce que je pense que c'est mieux si on la garde publique, etc. » Mais... ça a coupé juste après le mais, cette fois-ci. C'était juste bien. Donc, c'était pour le suspense. Donc, le gendarme de la bourse américaine, donc la SEC, a quand même engagé une enquête et porté plainte, clairement, pour fraude. Allez, je ne sais pas comment on s'appelle ça, fraude financière ou peu importe. Oui. Et toujours qu'ils ont eu des preuves comme quoi le financement n'était pas si sécurisé que ça, et l'annonce avait été faite de manière un petit peu cavalière, on va dire, ce qui n'est pas très autorisé. Et donc, au final, tout ça s'est déclenché, enfin, c'est soldé par une espèce de ce qu'on appelle un settlement, hein, dans le jargon judiciaire américain, c'est-à-dire une négociation pour éviter le procès. Et la négociation, alors que Elon Musk avait envisagé de refuser le settlement d'abord, il a fini par l'accepter samedi dernier. Et alors, les conditions de ça, c'est quoi? C'est déjà que ni Tesla ni Musk ne doivent plaider coupables, donc ne doivent admettre qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais en même temps, ils doivent payer, donc Tesla et Musk, chacun de leur côté, doivent payer $20 millions d'amende. En plus de ça, Musk doit démissionner en tant que président du conseil d'administration, ce qui ne l'oblige pas, par contre, à démissionner en tant que président, directeur général, on va dire, donc en CEO de la société Tesla. Donc, il peut rester directeur de Tesla tout en n'étant plus président du conseil d'administration. Donc, ils vont devoir nommer un nouveau président du conseil d'administration. Et en plus de ça, ils doivent accepter de nommer 2 nouveaux administrateurs dans ce conseil d'administration. C'est là-dessus qu'il y a un petit peu de flou, parce que j'ai vu des rumeurs comme quoi il pourrait s'agir de personnes un peu imposées par la SEC. Donc, ce serait un petit peu de l'ingérence un peu malsaine. Mais bon,
En même temps, le but, c'est d'essayer de contrôler un peu mieux la communication de Musk, d'éviter qu'il fasse ce genre d'annonce un petit peu rapide, surtout quand il s'agit d'investissement, voilà, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Au passage, on notera quand même le fait que quand il avait fait cette annonce-là, l'action Tesla avait explosé, enfin avait pris un bon coup vers le haut dans les cours, ce qui avait fait perdre énormément d'argent à tous ceux qui parient qui parient à la baisse contre Tesla, hein, ces fameux shorters, qui ne sont pas des traders qui ont oublié le bas du costard cravate, je précise, des gens qui parient à la baisse. Je les imagine, moi, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est important de préciser quand même les termes qu'on utilise. Et donc forcément, ils étaient très contents de ça, sauf que manque de bol pour eux, dans la foulée de cette annonce, Tesla a aussi annoncé qu'ils avaient finalement résolu tous leurs problèmes de production sur la Model 3, qu'au Q3, donc au troisième trimestre, je crois, ils ont produit 2 fois plus de Model 3 qu'au trimestre précédent. Donc en gros, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Tesla et sa Model 3. Donc encore une fois, la concurrence qui espérait qu'avec ces annonces, Tesla se casserait la figure et ils auraient le champ libre, ils en sont pour leur argent et c'est tant mieux pour eux. Il suffisait de voir la courbe de l'action Tesla, c'était magnifique parce qu'il y avait l'impression qu'il y avait eu un bug. C'était raide, et puis ça continue un petit peu, et puis ça remonte au niveau c'était auparavant, et ça continue sa petite progression gentillette. C'est très particulier quand même, tout ce qui se passe avec ces énormes compagnies. Voilà, moi ça m'étonnera et ça m'épatera toujours. Tu parlais de l'ingérence au sein d'une boîte privée, ça aussi c'est un truc qu'on voit pas chez nous. Par contre, de placer comme ça des éléments politiques au sein d'une entreprise privée pour la contrôler, ou alors je m'y connais vraiment pas du tout. J'ai pas l'impression que ce soit monnaie courante en Europe, par exemple. Je pense pas que ce soit monnaie courante non plus là-bas, et rien n'est avéré, hein, c'est plus de la spéculation et des rumeurs. Même si c'est fait, ça sera fait de manière complètement furtive et pas officielle. Mais effectivement, on sent qu'encore une fois, il y a des pouvoirs qui se jouent, il y a énormément de lobbying, etc. Faut bien voir que, encore une fois, Tesla bouscule un petit peu non seulement l'industrie du pétrole, mais l'industrie automobile traditionnelle, l'industrie des revendeurs aux États-Unis qui est très très puissante, puisque Tesla est la seule société, enfin le seul fabricant d'automobiles qui vend lui-même ses propres voitures. Tous les autres fabricants passent par des revendeurs. Donc pour tout ça, Tesla gêne, dérange beaucoup de monde, et donc il y a forcément des influences qui attendent la moindre erreur, le moindre faux pas pour essayer de mettre Tesla en danger, quoi. Ça me fait penser, je fais une parenthèse, mais quand tu dis qu'ils gênent, effectivement, je pense que quand tu entends la communication des opérateurs automobiles existants qui s'y mettent à l'électricité, pour l'instant, on est un petit peu assommé par la publicité de l'e-tron, enfin de l'e-tron, excusez-moi, la voiture électrique de chez Audi, où ils disent c'est pas Mohamed Ali qui a inventé le Percut, c'est pas je ne sais plus qui a inventé ceci, nous n'avons pas inventé la voiture électrique, mais l'ADN de la marque, etc. On sent vraiment que ça les gêne aux entournures, quoi. Ils n'ont pas vu le truc venir, et là, ils sont obligés de raccrocher les wagons, et là, on trouve des arguments qui vont bien, qui vont peut-être parler à leur public, hein, soyons clairs. Ces gens-là, ça va, à mon avis, enfin, je suppose en tout cas, quand on appelle une voiture e-tron, on doit savoir ce qu'on fait. Je pense, hein, soyons clairs. Allez, la lettre S. S comme Slack, un outil que vous utilisez peut-être, cette plateforme de conversation, mais également, comment la définir, Sébastien, cette plateforme de communication. Communication collaborative. Oui, voilà, de travail collaboratif également, qui a décollé, mais comme une fusée, au point de devenir ce qu'on appelle une licorne. Oui, tout à fait. C'est moi. Ouais. C'est pas mal la licorne. Bon. Mais c'est moi qui me parle. Ça se verrait. Ça se verrait. Je ne sais pas de toutes les couleurs. Après, je vous raconterai une petite blague à propos de licorne. Je vais vous raconter une petite blague après. Bon, ça sera le prolo, mais non, peut-être. Donc, effectivement, Slack, qui a été lancé en 2015,
2014, oui, c'est très récent, ça fait 4 ans, qui est désormais estimé à 7 milliards de dollars, parce qu'ils avaient fait un levée de fonds récemment, hein, souvenez-vous, de 427 millions de dollars, on en avait parlé, je pense, dans l'émission. Donc là, ils envisagent de rentrer en bourse en 2019, donc bientôt, comme beaucoup d'autres sociétés, hein, en fait. Hein. Et ça va quand même être voilà, une belle annonce pour un réseau qui est quand même très, très récent, qui a à peu près 8 millions d'abonnés, dont 3 millions de payants, parce qu'il existe un service payant aussi dans Slack. Oui. Donc voilà, c'est sur ça qu'ils vont aussi vouloir monétiser la plateforme de communication collaborative. Et on va voir ce que ça va donner. Mais bon, pour nous, voilà, nous on l'utilise aussi au sein des technos. Moi, je l'ai découverte par ce biais-là. Et effectivement, c'est quand même une belle plateforme qui est sur le... Comment dire, voilà, veut un peu contrecarrer, ou c'est l'inverse, il y a d'autres plateformes qui ont été lancées après, comme Facebook Workplace ou d'autres consorts. Hein. Donc, effectivement, ça, c'est la plateforme en ce moment en vogue et qui fonctionne sans doute assez bien. On va voir ce que ça va donner une fois qu'elle sera en bourse. Je vais donner la parole à Sébastien tout de suite. Nous, dans l'équipe, c'est Xavier qui nous a apporté l'idée de l'utiliser pour communiquer entre nous, parce qu'on parle, je le répète, entre nous, hein, en dehors de ces enregistrements. Et donc, c'est vrai que c'est très, très pratique. Lui, il l'utilise au niveau professionnel, avec même ses clients. Donc, il y a moyen de l'ouvrir également vers le monde extérieur. Je l'utilise également pour ma part au niveau professionnel avec des fournisseurs. Sébastien, j'imagine que toi aussi, tu l'utilises régulièrement. Alors pour vous donner une idée, moi sur mon Slack, donc dans la barre de gauche, il y a toutes les communautés desquelles on fait partie. J'en ai une bonne cinquantaine. Hein. Voilà. Donc effectivement, je l'utilise abondamment. Et pour vous dire, dans certaines sociétés, alors encore une fois, c'est pas quelque chose de très visible, mais dans certaines sociétés, ça a purement et simplement remplacé l'email. Comme plateforme de communication et de collaboration privilégiée, avec des dérives parfois, hein, parce que je l'ai utilisé dans certaines startups où ça devenait des interruptions constantes et ça devenait compliqué de traquer l'information, mais en même temps qui crée suffisamment de valeur pour que d'une part, on ait un taux de conversion gratuit payant qui soit absolument énorme. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, mais 3 millions d'utilisateurs payants pour 8 millions d'utilisateurs en tout, c'est gigantesque comme taux de conversion. Et tout ça, c'est une valeur par utilisateur qui est juste gigantesque. Donc en termes financiers, c'est vraiment une belle réussite. Il faut voir que typiquement, pour une entrée en bourse, entre la création d'une entreprise et son entrée en bourse, il s'écoule facilement 8 à 10 ans typiquement. Là, on n'est même pas à 5 ans et ils vont déjà rentrer en bourse. C'est assez impressionnant quand même. C'est le chaînon manquant, hein, j'ai envie de dire, Slack. Quand on regarde l'univers des moyens de communication sur Internet, tu parlais de l'email par exemple, voilà. Et là aussi, on voit que quand on travaille avec d'autres entreprises qui utilisent Slack aussi, il y a le mélange des cultures d'entreprise aussi, parce que il y en a, moi j'en connais, hein, ils postent un message, voilà, tac tac, je laisse un message, enter, j'attends. J'attends, il n'y a pas de réponse, j'attends. Et de l'autre côté, c'est tout à fait naturel. On va sur Slack une fois par jour, ou 2 fois par jour, 3 fois, des rendez-vous, et là on fait du Slack, hein, en sprint, et on répond à tout le monde, et puis on passe à autre chose. Voilà, c'est des manières de fonctionner, mais tout le monde s'accorde. En général, ça finit par fonctionner correctement. Et donc, c'est moins invasif, peut-être que l'email, c'est moins vieillot aussi. On a parlé la semaine dernière aussi des problèmes liés à la sécurité des emails. Bon, maintenant, il faut bien le reconnaître aussi, certaines entreprises rechignent à aller poster des contenus un peu sensibles sur des plateformes qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils ne sont pas propriétaires. Ça, c'est toujours le danger aussi. On a ça aussi avec Google Drive, par exemple. Hein. D'un autre côté, le fait qu'ils rentrent en bourse plutôt que de se faire racheter par Facebook, Microsoft ou d'autres, parce que tous les autres constructeurs, enfin tous les autres éditeurs de logiciels professionnels, Microsoft, IBM et autres, Atlassian, etc., ont tous essayé de répliquer le succès de Slack avec leur propre plateforme, sans aucun sans aucun succès. Donc, voilà. Je pense que c'était le bon mot. Hein. J'ai gagné.
C'est toujours trouver le bon mot qui va bien. Il va revenir, hein, Sébastien. Là, il est vraiment bien frisé, par contre. Il est revenu. Donc je disais sans aucun succès. Donc voilà. le risque dans ces cas-là, c'est qu'il se fasse racheter par un autre. Auquel cas, effectivement, s'il se fait racheter par Microsoft, on aura peur que Microsoft exploite ses données, pourrisse le service, etc. Donc le fait qu'il rentre en bourse, ça veut dire qu'ils veulent être autosuffisants et pousser la logique jusqu'au bout. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Chouettes outils, bien foutus, bien pensés. Bruno, un truc à rajouter sur ce sujet? Oui, ils sont plutôt dans l'optique de racheter parce qu'ils avaient racheté HipChat et Stride, donc deux outils un peu concurrents, similaires, un peu moins professionnels, mais ils vont forcer tous les utilisateurs à venir sur Slack et Microsoft a déjà développé sa propre solution, Microsoft Teams, et Facebook sa propre solution, donc Facebook Workplace. Donc effectivement, là, ils veulent s'imposer et on rentre en bourse, comme tu le dis, Sébastien, ils vont vraiment mettre leur marque en évidence et ça va passer ou ça va casser, généralement. Ce qui est bien, c'est que ça parle à tout le monde, Slack. Sur le design, ça parle aux plus jeunes, et sur le principe, ça parle aux plus anciens comme nous, qui ont connu l'IRC, par exemple, hein, et les salons de chat, parce qu'on est sur un modèle relativement similaire en termes d'ergonomie, de facilité, etc. Donc voilà, on a bien fait le tour de cette question, je pense. Slack, un outil, j'espère qu'il restera ce qu'il est et qu'il évoluera dans le bon sens. On va parler d'un peu de Microsoft aussi dans ce podcast et de Surface. Surface, le premier casque Bluetooth de Microsoft s'appelle aussi Surface. Ce qui voilà, de nouveau, c'est encore une belle invention, ça. Qui invente des termes comme ça, quoi. C'est les Surface Headphones, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Donc voilà. Oui. Donc, on a beaucoup de news Microsoft finalement aussi dans ce podcast parce qu'il y a eu une keynote à Microsoft où ils ont annoncé des produits Surface. Mais là, c'est un peu le produit qui a fait qui a été l'effet surprise de la conférence parce qu'ils ont présenté des écouteurs Bluetooth, enfin un casque Bluetooth plutôt, de haute qualité. Avec les styles de couleurs et d'ergonomie, de design de Surface. Donc, c'est des casques qui sont de couleur gris clair, donc un peu Playmobil, on va dire presque, pour pas trop dénigrer Microsoft. J'aime bien le hardware Microsoft. Je n'aime pas le software de Microsoft, mais je suis pro hardware Microsoft. J'ai toujours aimé le hardware Microsoft. Et là, ils ont en cachette développer un casque audio haute qualité qui est censé vraiment concurrencer les produits références du marché qui sont les Bose QC35 et les Sony que Sébastien a sur sa tête non chevelue et les Sony VH1000 que j'ai ici. Donc voilà, vous voyez les deux casques que nous on a choisi pour leur qualité sonore et leur fonctionnalité. Oui, c'est ça, c'est qualité sonore, également anti-bruit, enfin, pas casque de chantier. Voilà, et noise reduction, effectivement. Ouais. Donc, tout ça pendant 3 ans, vraiment sous porte close, on va dire, à huis clos, et personne n'en avait entendu parler. Donc, c'était la belle surprise. Côté design, voilà, on aime ou on n'aime pas. Après, côté fonctionnalité, on aura du noise cancelling, on aura une qualité quand même assez élevée, avec un poids qui va avec. On est près des 300 grammes, donc un peu plus lourd que les deux autres concurrents. Côté prix, c'est à peu près de $1 la gramme, hein, donc on sera à $350. C'est à peu près ça. Il y a deux petites fonctionnalités qui sont quand même sympas. C'est qu'il y a des molettes qui tournent de chaque côté pour régler l'intensité du noise cancelling et l'intensité du volume. Donc c'est quand même un petit. C'est mécanique, hein. C'est mécanique, ouais. Exactement. C'est pas tactile, c'est mécanique. Il y a aussi des contrôles tactiles. Et il y a aussi la fonctionnalité, mais ça on la connaissait déjà d'autres casques. Si on enlève le casque, il va automatiquement mettre la musique en pause. Donc ça on connaissait de Parrot par exemple. Ça c'est intéressant. Il intègre soi-disant beaucoup de micros pour 8 micros pour être plus exact pour l'assistant personnel made in Microsoft, donc Cortana. D'autres casques l'intègrent aussi. Je ne sais pas si le Bose intègre
connectique à l'assistant. Je suppose qu'il fonctionne avec Siri quand même de manière assez apparemment, non. intégrée, je ne suis pas sûr. Non, non. Mais les Non, non. Sony intègrent maintenant, d'ailleurs, une mise à jour qui est apparue il y a quelques jours, intègre l'assistant, enfin la connectique avec l'assistant Google. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont peut-être redéveloppé suite à l'annonce de Microsoft. Voilà, un casque qui est censé concurrencer ces gros modèles-là. On va le tester dès qu'on en aura un sous la main et on va peut-être vous faire un petit hors-série. Voilà, moi, j'accroche pas trop au design. Le prix, il est au même prix que les autres. Faut voir la qualité de production, la qualité de rendu et des fonctionnalités. Côté, parce que c'est une donnée importante au niveau des casques Bluetooth, c'est l'autonomie. Donc, l'autonomie serait en dessous de l'autonomie des Bose qui tournent autour des 19 ou 20 heures, alors que le Microsoft Surface serait autour des 15 heures. Et les nouveaux Sony, ils disent même qu'ils ont une autonomie de 50 heures. Donc, c'est quand même encore assez loin des concurrents. Mais par contre, ils intègrent une fonctionnalité en USB-C, type C, et une recharge rapide en 5 minutes pour une écoute de 1 heure. Donc ça, c'est quand même une belle avancée. Quand je parlais de mécanique de bouton, enfin de molette, mais c'est la molette qui est mécanique, c'est pas, il y a pas des trous qui se bougent quand on tourne le bouton. Non, je vais être clair. C'est le noise cancelling mécanique. Parce que je pensais justement au casque de Parrot, où là, c'est le premier que j'avais vu avec cette fonctionnalité-là. C'était, on tournait avec le doigt sur l'oreillette, enfin sur l'oreillette, sur le côté, et donc ça augmentait, ça diminuait. Enfin, il y avait des fonctions pour muter, etc. Super classe, enfin super soigné, tout ce qu'on veut. Là, c'est un peu différent, mais je te rejoins complètement, Bruno, quand tu dis que le hardware de Microsoft est souvent de fort bonne facture. Je pense à certains claviers, je pense à certaines souris et même des webcams qu'ils ont proposées à une époque, qu'ils proposent d'ailleurs encore, même s'ils se sont peut-être fait voler la vedette livrée par Logitech sur bien des points, mais en général, leur matériel est de bonne facture et relativement robuste et bien foutu, bien packagé, etc. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, qui est un Apple addict, mais il peut dire du bien aussi des fois des concurrents. Ah non, mais je te rejoins complètement. C'est vrai que les quelques matériels Microsoft que j'ai eu avant, effectivement, d'avoir tout en Logitech, m'ont jamais déçu. Et puis, il n'y a rien à faire, hein. Quand on voit la Xbox, comment c'est bien foutu, oui, ils savent faire du matériel. Et sans partenaire extérieur, hein. Enfin, ils ont des vraies équipes à eux. Enfin, sans doute ils ont des partenaires extérieurs, certes, mais c'est pas comme Google qui va faire fabriquer son Nexus par LG. Je prends cet exemple-là tout à fait au hasard, hein, mais voilà, voilà. Quand c'est bien, il faut le dire. Et je pense qu'on l'a dit. V comme victoire, V comme ou comme voiture aussi. Oui. La Belgique panique un petit peu, c'est vrai, avec son électricité. Rapport à la voiture aussi et au titre putassier peut-être également. C'est ce qu'on va voir avec Sébastien. Il faut placer les choses peut-être dans leur contexte, Sébastien, par rapport à la Belgique et l'électricité pour l'instant. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est un petit peu mon coup de gueule de la semaine, parce qu'il y a un article assez révoltant, je trouve, qui est sorti dans un grand quotidien belge. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, effectivement, en Belgique, on a un petit problème avec nos centrales nucléaires en ce moment, c'est qu'elles ont tendance à tomber un peu en panne et à s'arrêter à tout bout de champ. Ce qui nous fait craindre pour la puissance installée, c'est-à-dire la capacité de production instantanée de notre réseau électrique. Alors, il faut bien voir que de toute façon, ces trucs-là, maintenant, c'est internationalisé. On peut acheter de l'électricité à l'étranger quand on n'en a pas assez. Et c'est rare que ça tombe en panne et on n'a pas non plus des coupures de courant comme au Népal, il ne faut pas déconner. Mais toujours est-il qu'on s'inquiète parce qu'on se dit, avec la puissance installée qu'on a pour l'instant, si l'hiver est vraiment très froid, on risque d'avoir des besoins qui excèdent nos capacités et donc d'aller devoir soit aller chercher à l'étranger, soit devoir couper le courant dans certains éléments moins critiques du réseau, etc. etc. Chose sur laquelle les bons vieux opposants au déploiement des voitures électriques ont sauté tels des chacals. On dit des chacos? Je sais plus. Voilà, ils se sont jetés dessus comme la misère sur le bas peuple, en se disant chouette, on va pouvoir utiliser ça. Et donc il y a un
professeur d'université ou peu importe, qui a publié un long billet d'opinion dans l'Écho en disant oui, alors voilà, on vous avait prévenu, de toute façon, les voitures électriques, ça va aggraver le problème parce que tout le monde va se mettre à recharger ses voitures électriques en même temps. Alors tout ça se fait dans le cadre d'un autre événement, c'est que le Parlement belge est en train de voter les nouveaux objectifs d'émissions de CO2 pour les voitures, d'une manière générale, le parc automobile. Et donc va pousser les constructeurs à baisser les niveaux d'émissions des voitures sous des niveaux qu'on arrivera logiquement à atteindre avec des véhicules traditionnels, et donc va pousser le marché à évoluer vers les voitures électriques et des voitures toutes électriques notamment. Ce à quoi les opposants, évidemment, sont un petit peu réfractaires. Et alors, on balance des grands chiffres du genre « oui, mais de toute façon, ça n'ira pas parce que tout le monde va se remettre à charger ses voitures en même temps et puis le réseau n'est pas prêt pour ça ». Alors oui, bien sûr, la solution, c'est évident, c'est de ne pas encourager les voitures électriques. Ce n'est pas du tout d'adapter notre infrastructure. Le fait que l'infrastructure ne soit pas adaptée, ce n'est pas un problème. Donc, ouais. Évidemment... Je te rejoins sur l'article, sur ce que tu en dis, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais très honnêtement, c'est une question que moi-même j'avais posée, Bruno s'en rappelle peut-être, il y a quelques mois maintenant. J'avais dit, c'est très bien, on nous parle de voitures électriques, mais imaginons qu'on passe au tout électrique tout de suite. Quelle serait la consommation ? Je ne dis pas qu'on n'est pas capable de le produire, je dis, mais quelle serait la consommation en mégawatts de l'ensemble de ces voitures qu'il va falloir recharger à un moment ? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, on ne trouve pas la réponse. J'ai fouillé le web en fond, en long, en large, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas qu'une réponse, quoi. Il y a une multitude de réponses. Voilà. Dans l'article, il donne des chiffres qui sont intéressants quand même. Maintenant, c'est des calculs très rapides et surtout qui partent du principe que l'infrastructure n'évolue pas. Évidemment que l'infrastructure va devoir évoluer pour venir à bien, pour satisfaire ce genre de nouveaux besoins, mais les solutions, elles existent. Il suffit, entre guillemets, juste d'investir dedans. Ça va commencer par de la c'est-à-dire la possibilité... Ouais, oui, tu es en train de frou. Des solutions existent, mais je comble. Donc des solutions existent, mais oui. Des solutions existent, comme le fait de déployer un peu plus des réseaux intelligents qui peuvent inciter les consommateurs à recharger à certains moments plutôt qu'à d'autres pour lisser un peu la consommation. Il faut aussi que tous les panneaux solaires qu'on a fait installer sur tous les toits belges, on laisse les gens l'utiliser en autoconsommation, ce qui n'est pas encore autorisé. Et ça, évidemment, ça déchargerait la grille. Il faut qu'on encourage aussi les gens à installer des batteries chez eux. Pour pouvoir lisser là aussi la consommation. Bref, les solutions, elles existent et on peut adapter l'infrastructure sans pour autant revenir à l'âge de pierre en termes d'écologie et renier toute l'innovation qui vient des véhicules électriques qui, encore une fois, malgré tout le FUD et toute la désinformation qu'il y a autour de ça, resteront toujours que des véhicules. Par exemple. Je vais faire comme ça. Ceci étant dit, quand j'avais posé la question, de savoir comment est-ce qu'on allait alimenter toutes ces voitures, évidemment, la question était un peu putassière, entre guillemets, c'est que tout le monde n'aura pas sa voiture électrique demain en un claquement de doigts, et que forcément les choses vont se faire de manière un peu progressive quand même. Il ne faut pas non plus complètement déconner. Et l'adaptation de l'infrastructure se fera aussi sous pression du changement, c'est pas l'inverse. Et donc, évidemment qu'il faut qu'on continue la transition et que c'est très bien que le Parlement pousse, que le gouvernement d'une manière générale pousse vers la voiture électrique, parce que de toute façon le mouvement est inévitable et donc il faut que l'infrastructure s'adapte. Je vais passer la parole à Bruno tout de suite, mais je voulais juste rajouter un truc. Ce qui est clair aussi, c'est que dans l'avenir, il y aura sans doute aussi, peut-être, j'espère moi personnellement, moins de voitures, parce que plus de voitures partagées, etc. Et donc, c'est pas tout le parc actuel qu'il va falloir remplacer, c'est une fraction de ce parc. Alors évidemment, les véhicules, professionnels, camions, etc. Enfin, il y a encore des choses à faire, et c'est clair que on va pas vous retirer vos clés de véhicules si vous en avez besoin pour aller bosser tout de suite. Ça, j'espère en tout cas que ça n'arrivera pas. Mais pour le particulier, peut-être qu'aujourd'hui, il a 2 voitures dans le ménage, 2 voitures qui consomment et qui polluent, et que demain, il n'aura plus qu'une qui polluera beaucoup moins. Et pour les autres, pour le complément, ils iront chercher une voiture
voitures partagées ou les transports publics, pourquoi pas, s'ils sont un jour... Ou un transport alternatif. Ou les transports alternatifs, Bruno peut en parler d'ailleurs. Voilà, non, effectivement. Donc il y aura un changement de philosophie d'utilisation des transports en commun et des transports privés, mais je voulais juste revenir un petit peu à la polémique qu'il y a au niveau de la consommation électrique. Donc moi, c'est quand même un petit peu mon domaine, Ouais. un petit peu on va dire, et j'avais quand même assisté à pas mal de conférences là, à ce sujet-là qui étaient toutes basées sur les chiffres belges. Donc j'en connais un petit peu, même si je suis luxembourgeois. Ouais. En fait, il y a deux problèmes au niveau de la consommation électrique. C'est le volume d'énergie consommée et il y a les pics. Donc ici, le problème qui se pose, c'est surtout le problème des pics. Oui. Parce que finalement, on peut partir du principe que le soir, tout le monde va rentrer à la maison et va recharger sa voiture, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que très peu de gens ont le moyen de recharger leur voiture à grande batterie, comme les Tesla, à la maison, parce qu'il faut avoir des bornes spécialisées. Donc, généralement, ça va pas justement pas se passer le soir, mais pendant la journée, au boulot ou sur des stations superchargeurs. Ça, c'est une des choses qu'il faut un petit peu voir et adapter. Et l'autre problème, c'est le problème de capacité, donc de consommation qu'on a. Et ce problème-là est un faux problème parce qu'effectivement, déjà, le réseau de production va évoluer. Il va être complémentarisé par différents types de production en complément des centrales nucléaires. Il y a l'éolienne, il y a la solaire, qui vont fonctionner en journée, mais la grande différence, c'est qu'on va devoir stocker cette énergie produite en journée pour la consommer dans la nuit. Et on oublie une chose, c'est que les voitures sont des batteries. Oui. Donc, en fait, on va stocker beaucoup d'énergie dans les voitures. Donc, plus il y aura de voitures électriques à grande batterie, plus il y aura du stockage. Oui. Et c'est justement le stockage-là qui permettra d'avoir une alimentation continue derrière et de garder de l'énergie. Donc, qui va lisser, une Tesla plus petite qu'elle soit, avec les batteries plus petites qu'elles soient, permettent à la plupart des gens de rouler 2-3 jours. Ah, donc, ils vont la recharger une fois et ils auront du stockage d'énergie pour quelques jours. Donc, on essaye de tourner les chiffres dans le sens dans lequel ils vous font honneur. Mais effectivement, voilà, c'est très, très complexe et il ne faut pas oublier. Justement, ça c'est le dernier point que tu as soulevé, Marc, c'est que ça ne va pas venir d'un jour à l'autre. Donc on ne va pas tomber à court de carburant et passer tous en électrique. Ici, la pénurie dont on parle en Belgique, ce serait une quinzaine d'heures à peu près sur le mois de novembre, par exemple, si jamais les pays voisins ne sont pas capables de nous approvisionner. Une quinzaine d'heures sur un mois complet, et encore pas partout. Voilà. Comme tu le disais, Bruno, c'est les pics qu'il faut arriver à lisser. Bon, il se trouve qu'en Belgique, je pense qu'on a 7 centrales nucléaires et qu'il n'y en a plus qu'une qui fonctionne. Donc évidemment, c'est un petit problème. Enfin, quand je dis 7, mais je ne suis pas sûr. En même temps, je ne les ai pas comptés dernièrement. 5. Non, je ne sais plus. Seb. J'ai plus les chiffres, mais quel que soit le nombre, encore une fois, on a des centrales nucléaires, centralisation. Aïe. Oui. C'est fragile la centralisation. Oui, c'est vrai. Moi, je propose que chacun pédale un petit peu. Non, mais encore une fois, quand vous parlez à des gens qui travaillent dans l'industrie de l'énergie, ils vous disent les éoliennes. Ils vous disent pas ça comme ça parce que ça c'est trop segmenté. Par contre, c'est trop centralisé. Donc, il va falloir le répéter. Ils vous disent quoi quand ils vous disent que les sources décentralisées, justement, les éoliennes, les panneaux solaires, ils savent pas comment bien les gérer, comment les intégrer dans la production générale. Non. Donc il y a un vrai problème d'infrastructure à ce niveau-là. D'ailleurs, les énergies douces de manière générale, panneaux solaires, éoliennes et autres, c'est pas bon du tout pour gérer justement les pics. Parce que voilà, il n'y a pas toujours du vent, il n'y a pas toujours de la lumière, voilà, c'est des choses comme ça. On aura encore l'occasion d'en reparler, c'est un grand débat, cette histoire de production électrique, de véhicules électriques, etc. C'est par là qu'on va, ça en choque quelques-uns, ça crispe un petit peu ceux qui sont adeptes des gros moteurs qui font vroom vroom. Que voulez-vous, ça fera plus vroom vroom, ou alors on mettra des gros haut-parleurs, on leur mettra des casques. Et ça fera vroom vroom dans leur surface. Oui. W comme web. On va parler du papa du web qui annonce que déjà, là maintenant, son web décentralisé. Comment le web de demain pourrait exister. Et à mon avis, ça c'est le genre de sujet qui nous est amené par Sébastien.
Tout à fait, même si pour le coup, il ne va pas être question de blockchain, puisque c'est une Non. technologie qui n'a rien à voir avec ça, tout en étant décentralisée. Alors, le papa du web, en l'occurrence, s'appelle Tim Berners-Lee, pour ceux qui ne le savent pas, qui était chercheur au CERN à l'époque, en Suisse, et qui avait inventé les protocoles de base du web qu'on utilise encore aujourd'hui, et qui aujourd'hui est, en même temps qu'il est professeur au MIT, donc cette célèbre université américaine, il est aussi directeur et fondateur du World Wide Web Consortium, le W3C, qui édite tous les standards principaux du web. Donc c'est un gros monsieur c'est un grand monsieur du web et de l'internet d'une manière générale. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs années qu'il travaille avec quelques collègues du MIT justement sur une nouvelle plateforme technologique qu'il appelle Solid, qui est un ensemble de protocoles pour justement un web décentralisé, avec la motivation évidemment qui vient de toutes les histoires qu'il y a eu autour de Facebook, de Google, d'Amazon, avec la centralisation des données. Et ce qui au départ n'était qu'un ensemble de protocoles est en train d'évoluer en une offre commerciale, puisqu'il vient de lancer la startup Inrupt, dont l'objectif sera de développer une espèce d'implémentation concrète de tous ces protocoles et une plateforme de développement pour permettre aux développeurs justement d'utiliser cette plateforme pour développer une nouvelle génération d'applications web qui, il l'espère, pourra rendre le pouvoir sur le contrôle des données directement aux utilisateurs. Donc ça, c'est un peu l'ambition assez vaste. Quand on sait l'historique du monsieur, on dit respect et on dit j'attends de voir venir. Pour l'instant, c'est assez petit. Il a du financement, mais c'est pas gigantesque non plus. Je crois que c'est une équipe de 2-3 personnes à temps plein, plus une dizaine d'indépendants. Mais je pense que ça va être intéressant de garder un œil là-dessus, de voir aussi ce qu'on peut faire avec cette plateforme de développement. Donc là, concrètement, Tim Berners-Lee va faire un peu le tour des conférences de développeurs pendant tout l'automne pour nous en parler, nous expliquer ce qu'on peut faire avec et essayer de convaincre un maximum de développeurs de rejoindre ça, en pariant sur l'esprit un petit peu révolutionnaire et rebelle que nous avons, nous autres développeurs. Et il a déjà proposé, par exemple, l'implémentation d'un truc qu'il appelle Charlie, qui serait une espèce de Alexa, mais décentralisé. Donc on aurait beaucoup moins peur de lui parler parce que justement, il n'y a pas Amazon derrière et au contraire, on garde le contrôle sur ces données. Alors, quand on dit on garde le contrôle sur ces données, ça veut pas dire garder ces données complètement secrètes, ça veut juste dire décider soi-même de à qui on donne accès à quoi. Ouais. Et ça, c'est la base, puisqu'effectivement, on a quand même besoin de collaborer et d'échanger des données avec d'autres. Mais contrairement à ce qui se passe avec Facebook ou Google, vous leur donnez tout et puis vous les laissez faire un peu ce qu'ils veulent. Là, l'idée, c'est de vous redonner le contrôle par rapport à ça. Donc, encore une fois, c'est absolument pas lié à la blockchain. C'est une autre approche, une autre vision des choses. Là où la blockchain propose aussi ce qu'ils appellent le Web 3.0, c'est-à-dire un web décentralisé. Mais voilà, c'est une autre approche et moi, je salue l'initiative. Et je vais garder un œil là-dessus parce que quand on voit encore une fois l'actualité avec Facebook, c'est définitivement nécessaire. Est-ce que c'est pas un peu, enfin je vais faire le défaitiste, mais est-ce que c'est pas un peu peine perdue dans le sens où il y a de tellement gros lobbies maintenant qui se sont installés sur le web, je pense aux GAFA mais pas uniquement, il y en a d'autres, il y a des États aussi qui ont intérêt à ce que le web soit tel qu'il est, pour pouvoir mieux le contrôler, mieux le ceinturer, etc. Est-ce que c'est pas un peu peine perdue? Est-ce qu'on va pas un petit peu au-devant de certains échecs? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, c'est intéressant de revenir un peu en arrière et de regarder ce qui s'est passé justement au début du web. Il faut bien voir que quand les protocoles du web ont été proposés, ils n'étaient pas majoritaires du tout. Et forcément, des Microsoft, des IBM, des Oracle proposaient déjà des protocoles beaucoup plus fermés, beaucoup plus qui leur permettent d'établir ce qu'on appelle des wall gardens, c'est-à-dire des zones privées avec des droits d'entrée à payer, évidemment. Et tout ça et on se disait que le web serait jamais qu'une petite marge, un truc pour les geeks bobos idéalistes, et que ça marcherait pas. Et au final, c'est devenu le web qu'on utilise tous. Alors avec ses dérives, bien sûr, mais je serais pas aussi défaitiste dans le sens où on a montré par le passé que quand on laissait les utilisateurs prendre en main ce genre de choses, ils pouvaient aussi se l'approprier et surtout par l'actualité. Bruno, je sais pas, tu avais un truc à rajouter? Non, pas grand-chose. Non, effectivement, je suis d'accord avec Seb qu'il faut suivre ça avec intérêt parce que voilà, il est quand même à la base de ce que nous utilisons vraiment tous les jours pendant beaucoup d'heures. Donc, je pense que ça va aller de l'avant et ça va aboutir à quelque chose.
Ce qui me fait parler en défaitiste et en jouant un peu l'avocat du diable, entre guillemets, c'est aussi le fait qu'il est issu d'une époque où les utilisateurs du web étaient eux-mêmes des technophiles, sinon des programmateurs ou des informaticiens, etc., qui avaient le même rêve, entre guillemets. Aujourd'hui, enfin, je vais prendre une caricature un peu ridicule, mais qu'est-ce que la fifi qui fait des vidéos de maquillage sur YouTube en a à faire? Tu vois ce que je veux dire? Et il y a une majorité de gens comme ça aujourd'hui, à différents niveaux, hein, soyons clairs. Tout le monde se maquille pas sur YouTube. Mais voilà, c'est devenu l'outil de tout le monde, le web. Et donc, ça va être difficile de rassembler du monde autour d'un projet tel que celui-là, je pense, non? Je pense que la petite fifi qui fait du maquillage sur le web ou qui fait des vidéos ASMR, par exemple, hein, pour ceux qui ont regardé les épisodes précédents. Oui, bon, faut pas trop en parler. Elle commence à s'en préoccuper à partir du moment où ses revenus disparaissent à cause de cette centralisation. Et c'est ça qui va se passer. C'est comme ce qui s'est passé avec la blockchain vis-à-vis en réaction aux réseaux financiers classiques, eh ben, il va se passer plus ou moins la même chose sur le web. C'est qu'à force de se manger des scandales Facebook, les gens vont quitter Facebook. Si on leur propose une alternative décentralisée qui leur permette de garder le contrôle de leurs données tout en bénéficiant des mêmes fonctionnalités, il y a fort à parier que ça va séduire de plus en plus de monde. Donc, je pense que les gens vont se sentir de plus en plus concernés. Effectivement, pour l'instant, ça va parler surtout aux geeks, aux académiques et aux gens qui sont passionnés par ça. Mais à terme, encore une fois, la centralisation, ça ne scale pas. Donc, il faut le préciser, parce que tout le monde ne le sait pas, même parmi nos auditeurs, je pense qu'il y en a qui ne le savent pas, il y a des alternatives à tout. Hein. Il y a une alternative décentralisée à YouTube, il y a une alternative décentralisée à Twitter, ça existe. Mais l'utilisation de ces plateformes est encore anecdotique. C'est le fait de quelques geeks qui s'intéressent un peu et qui chipotent un petit peu. Mais si tu veux parler à du monde, tu vas retourner sur Twitter, tu vas retourner sur YouTube, etc. Donc voilà, c'est un petit peu cette ambiguïté-là qui est difficile à gérer quelque part. Hein. C'est un peu ça le problème. Je ne sais pas si Bruno voulait rajouter un truc ou sinon on peut passer à la suite. Non, mais il suffit parfois d'un petit déclic, juste qu'une technologie passe le cap d'être anecdotique ou pas. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Peut-être que ce sera demain ou après-demain. En tout cas, j'espère qu'on sera là pour le voir et on le commentera évidemment dans ce podcast. Pas demain, j'ai piscine. Donc si vous faites ça après-demain, ça m'arrange. Ok, on va faire ça comme ça. On va attendre le week-end si tu veux bien. On arrive à la fin de cet épisode 182 qui se termine traditionnellement par le oui mais non. On va parler d'un truc un petit peu particulier quand même, hein, il faut bien le dire, coucher les enfants s'ils sont encore debout. Oui. On va parler de maison close, pour ne pas dire autre chose, avec Bruno, je pense, parce que c'est son domaine. Oui. Merci. On va parler des premières maisons closes avec dedans des sex dolls, des poupées à usage, voilà. Oui, non, je rebondis un peu sur l'actualité belge en ce moment en même temps parce que c'est le week-end du salon érotique à Liège. Donc juste pour ceux qui sont intéressés par le sujet, allez voir à Liège. Voilà. Okay. Donc le sujet est donc quand même assez intéressant parce que donc chez nos amis américains et nord-américains on va dire, au Canada en l'occurrence à Vancouver et à Houston au Texas, il y a des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, mais il y a déjà à Vancouver des sociétés qui font la publicité pour ce genre de maison close. Donc des maisons closes un peu spéciales. Il n'y aura pas des femmes qui y travaillent, ni d'hommes d'ailleurs, mais il y aura des objets, et c'est vraiment ça le problème, des sex dolls, donc des poupées. Pas des poupées gonflables, mais un peu plus perfectionnées, des robots quasi. Pas encore tout à fait, hein, c'est pas encore tout à fait des robots, mais ça deviendra. Et donc, en fait, c'est l'utilisation, la mise en location d'un objet qui pose problème, un objet qui a la forme d'un être humain pour être utilisé de manière sexuelle. Oui. Donc vraiment, des maisons closes, des endroits où les hommes, certainement, plus que les femmes, vont aller avoir un peu de plaisir. Et donc, vu qu'il n'y a aucune législation
interdisant cela, parce qu'il y a des législations aux États-Unis et au Canada interdisant justement qu'il y ait un commerce autour des hommes, des êtres humains, donc autour des femmes en l'occurrence plus majoritairement, mais pas des objets. Donc la poupée étant, le robot étant pour l'instant pas reconnu comme étant quelque chose qui soit hors la loi, même avec cette utilisation-là. Ça ne plaît pas beaucoup aux gens de ces villes-là, aux élus de ces villes-là, qui vont maintenant essayer de trouver et de mettre des barrières à ces sociétés-là. Mais on se dirige de plus en plus dans la science-fiction qu'on connaît de nos films des années 80, 90, voire même au-delà. Donc voilà, comment on va mettre des barrières là, et est-ce qu'il faudra mettre des barrières à ce genre de commerce? Toute la question est là. Beaucoup disent que ça ne sera pas hygiénique. Ceux qui sont en faveur de ça, justement, vont dire que ça sera en faveur de réduire les maladies sexuellement transmissibles. Donc voilà, on va avoir assisté vraiment à une évolution, surtout au moment où ces robots deviendront un peu plus intelligents et pourront vraiment, et auront le droit de remplacer. Et auront le droit de dire non. Et on a le droit de dire non. J'ai lu un article très sérieux qui traitait de ça, sur justement des sex dolls, des robots. Il y a des gens qui militent déjà maintenant pour dire oui, mais si on fait ce genre de robot, il faut que le robot ait le droit de dire non. Et donc, il faut déjà que le robot soit intelligent pour pouvoir avoir ce droit-là et avoir une conscience. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà en train de démolir le concept, mais qui l'assistent en même temps. C'est-à-dire qu'ils le précèdent, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, suivez le lien. Puis, la société qui développe les poupées, c'est Kinky's Dolls. Donc, allez voir sur le site, c'est assez intéressant. Pour $2,500, vous avez quand même une belle poupée, on va dire, pour jouer. On peut se poser plein de questions. Enfin, ça pose plein de questions, très sérieusement cette fois-ci, Sébastien. Oui, pour ceux que ça intéresse, on parlait de science-fiction, je vous invite à acheter un œil à la série Humans, qui est elle-même un spin-off d'une série suédoise, je crois. Donc elle existe en version suédoise et en version américaine aussi, anglaise, pardon. C'est Channel 4 qui fait ça. Et la série est géniale parce qu'elle passe justement sur toutes ces questions sociologiques et philosophiques que pose l'arrivée des robots. Et notamment, il y a toute une partie de l'histoire qui tourne autour de l'utilisation des robots à visée sexuelle. Ouais. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et moi, ce qui me sidère là-dedans, c'est l'hypocrisie totale des Américains. Enfin, je veux dire, c'est le pays de la pornographie. Ouais. Voilà. Et puis à côté, ils font ce genre de trucs. Enfin, c'est ça. En plus, c'est eux qui ont la technologie. Bah oui. C'est là que s'il y a bien un endroit dans le monde où ça va venir, c'est là. Hein. C'est pas les Japonais qui vont faire des sex dolls. Moi, j'aurais pas du sexe avec Asimov. Hein. Personnellement, Asimov, il peut rester là où il est. Ça ira. Par contre, Alexa, ça se discute. On en reparlera sans doute. On arrive au terme de ce 182e épisode parce que j'entends la chatte de Bruno qui miaule devant la porte, me semble-t-il. La fin. Hein. C'est la fin. Et donc, voilà. On va se dire à la semaine prochaine, j'ai l'impression. On a un hors-série aussi qui est sur le feu, qu'on a fait avec Bruno. On aura l'occasion d'en reparler. Il doit encore être un petit peu monté, puis on vous le proposera également. Merci à Sébastien, merci à Bruno. On se retrouve tous les trois très prochainement, évidemment. Vous retrouverez d'autres chroniqueurs, évidemment, la semaine prochaine, comme on a l'habitude de le faire. Je crois que Sébastien revient d'ailleurs, je pense, la semaine prochaine, ou je dis une bêtise. J'ai pas le planning en tête, quoi qu'il. Non, enfin, de toute façon, on le retrouvera très vite. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces vers le haut, évidemment. Hein, c'est préférable, si possible. On se dit à très bientôt. Très bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Si je retrouve mon bouton, c'est toujours la même chose. Pour partir, j'ai toujours des difficultés à fermer la porte derrière moi. C'est compliqué.